Salut à toutes, salut à tous. Je me trouve aujourd'hui dimanche 19 mai à Reims devant le CHU Sébastopol. CHU Sébastopol dans lequel est détenu en ce moment même Vincent Lambert. Victime d'un terrible accident de la route en 2008, cet accident le plonge dans un état de conscience minimal. S'engage alors une affaire, une bataille judiciaire, entre d'un côté sa famille qui souhaite prolonger les soins et de l'autre le médecin expert ainsi que son épouse qui souhaite les arrêter. Cette affaire connaît un nouveau retentissement en début d'année quand son médecin spécialisé se prononce à nouveau pour l'arrêt du traitement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont décidé de venir ici aujourd'hui pour soutenir Vincent Lambert mais également sa famille. On va leur donner la parole pour savoir ce qu'ils pensent de cette affaire et pourquoi ils sont venus soutenir Vincent Lambert. C'est Thibaut pour le Média pour tous. Allez, c'est parti. En fait, on veut pas qu'il chie. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Donc vous êtes venu pour soutenir la famille de Pour Vincent Lambert? soutenir la famille, pour soutenir Vincent, parce que je pourrais être à sa place. J'ai 72 ans. Alors je me dis qu'il faut quand même bien être conscient que ce qui est en train de se mettre en place, il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter que cette porte s'ouvre, parce qu'on est tous concernés là. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera un jour. Voilà. Et puis c'est comme je considère que c'est comme si c'était mon frère. Je pense qu'on devrait avoir le choix. Moi, personnellement, qu'on s'acharne sur moi, mon fils sait qu'il ne faut pas le faire. Je ne veux pas d'acharnement. Je dois mourir, c'est mon heure. Voilà, c'est tout. On va refaire de la chimiothérapie, etc. Ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est du business aussi, c'est de l'argent pour les hôpitaux, je pense. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette affaire? Parce que finalement, c'est une affaire qui devrait relever du privé. Qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier qui fait qu'il agite un petit peu, que c'est devenu une affaire finalement publique depuis 2008? Aujourd'hui, c'est 1800 personnes, ou je crois, ou 1700 qui sont dans le même cas que Vincent Lambert, et qu'on pourrait cesser d'hydrater parce qu'on les trouve gênants. Voilà. Et une société, la valeur d'une société se mesure à l'attention qu'on porte aux plus faibles. Que ça soit l'enfant qui vient de naître, ou la personne très âgée, ou alors la personne qui suit un accident. Si on commence à laisser tomber, à ne plus s'occuper, ou plutôt à se débarrasser des plus faibles, vers quelle société va-t-on? Aujourd'hui, finalement, le profit est moteur de la société, et quand on est plus productif, on peut tout aussi bien... Oui, c'est vrai qu'il ne crée pas beaucoup de PIB, Vincent Lambert. Donc dans une société où seul ce qui a de la valeur financière vaut quelque chose, des Vincent Lambert, il y en avoir de plus en plus. Écoutez, quand on est papa, je me demande si on doit laisser son fils souffrir dans le coma. C'est une question. Moi, je suis papa. Bon. Au bout de 10 ans, je pense que, il faut qu'il aille retrouver la Sainte Vierge. Mais c'est un avis personnel. Je ne juge pas la situation, que je ne connais pas. Je trouve que s'il n'a pas retrouvé la vie en 10 ans, est-ce qu'il va la retrouver plus tard? Je lui souhaite, de tout cœur, messieurs, de tout cœur. Mais moi, je ne ferai pas d'acharnement sur mon garçon. Voilà. Vincent Lambert, il n'est pas considéré comme étant en fin de vie. Il est handicapé. Donc, pareil, à ce niveau-là, il y a une confusion, parce qu'on dit souvent qu'il est en fin de vie, qu'il souffre énormément. Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Et donc, en fait, c'est une personne qui est handicapée et qu'on a décidé de mettre fin à ses jours de manière un peu précipitée. Donc nous, on est là, on ne comprend pas vraiment. Sachant qu'il, contrairement à beaucoup de malades ou de paraplégiques, en tout cas, il ne dépend pas d'une machine extérieure pour sa survie. Il n'y a pas de respiration artificielle. Oui, exactement. En fait, c'est le truc qui est dérangeant également, c'est qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique en fait autour de Vincent Lambert. On n'est pas en train de lui injecter, des produits qui le détruisent, qui le font souffrir, etc. Les problématiques économiques, elles existent également au sein des hôpitaux, donc elles posent question sur la... Vous savez, s'ils ont payé... Vous imaginez une chambre avec soins intensifs comme ça, combien ça coûte de milliers d'euros par jour? Donc, et moi, je suis d'accord qu'on les donne. À partir du moment où c'est pour la santé, si c'est vous demain, si c'est moi, c'est très bien que l'État paye pour aider. Mais s'il n'y a plus d'espoir, moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas médecin. Oui, bien sûr. Je ne suis pas médecin. Mais Vincent Lambert a-t-il exprimé... J'ai entendu dire que certains médecins avaient été tellement harcelés qu'ils ont démissionné.
faut le savoir. Il y a eu des choses... c'est un dossier qui dure quand même. Même pour eux, à l'intérieur, ça ne doit pas être simple. Depuis plus de 10 ans. Oui, mais pour les médecins, ça ne doit pas être simple. Je pense que ça n'est pas simple. D'abord se prononcer pour dire je décide qu'on va le faire mourir. Vous croyez que c'est simple comme décision ? C'est pas de débrancher quelqu'un qui souffre, c'est pas quelqu'un qui a acquiescé pour la fin de mort, c'est une personne dont on ne peut pas connaître la décision. Exactement, c'est ça qui est compliqué, ouais. C'est qu'on ne connaît pas sa décision. Chaque partie essaye d'inventer un petit peu ce qu'il aurait pu penser, ce qu'il aurait dit, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas sa décision, que la loi aujourd'hui n'accepte pas normalement ce genre de décisions qui sont prises. Et donc c'est pour ça qu'il y a du monde aujourd'hui, c'est que les gens sont dans la confusion, ils ne comprennent pas vraiment. Beaucoup de médias du système qui sont présents, on voit notamment l'AFP, CNews, BFM, France 3 Région, RMC qui se sont déplacés, qui ont fait le déplacement et qui attendent en fait la venue de Vincent Lambert, qui posent des questions aux personnes présentes. On voit qu'il y a une mini-conférence de presse qui est en train de s'organiser, c'est assez indécent je trouve, mais bon. C'est un combat pour plus d'égalité, plus de liberté. Et tout ça, évidemment, il faut donner une dimension qui nous manque aujourd'hui. Je crois qu'on a voulu nous ramener tous à des choses horizontales, le matériel, la consommation. C'est vraiment insuffisant. Il faut qu'on se réveille parce que la dimension verticale, on l'a tous mis de côté. Ça c'est intéressant, mais justement, il y a des détracteurs qui répondraient que peut-être Vincent Lambert est dans le cas où finalement on prolonge son existence par des moyens médicaux peu éthiques et que l'attitude finalement logique, transcendantale, ce serait d'accepter cette mort-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Je pense que, vu les éléments que j'ai, il ne souffre d'aucune maladie. Il est seulement handicapé suite à un accident qui peut vous arriver ou moi, demain. Et donc, si j'étais à sa place, je serais très très heureux qu'on vienne me donner de l'aide. Parce que c'est ça, il faut aider le faible, quoi. Quand même, c'est parce qu'il y a eu un jugement qui a été prononcé par la commission d'éthique. Il y a 10 ans qu'il y a des jugements qui sont prononcés. Ouais. Et Madame Lambert continue. Bon, maintenant, elle a sans doute le droit. Nous sommes en démocratie. Donc, mais est-ce que c'est le bon choix ? Ça, c'est une question. Mais maintenant, il y a aussi des affaires de famille que vous ne connaissez pas, vous, la presse. C'est quoi qui se profile derrière ? C'est la porte ouverte à l'euthanasie. Aujourd'hui, on va parler des gens qui sont en fin de vie, et puis on va remonter le courant comme ça. Il y a quelque temps, j'entendais dire que quelqu'un avait proposé, c'est pas BHL des fois ? Attali ? Oui, ça doit être ça. C'est un des deux. Ça doit être Attali. Et qu'à partir de 60-65 ans, on n'est plus très productif. Donc il faut commencer à se poser des questions, savoir si vraiment ces gens-là méritent encore de continuer à vivre. Alors comme j'ai 72 ans, vous imaginez que je me sens concerné, un tout petit peu. Et puis bon... Non, ça va être limite. Ouais, je suis hors délai là. Non, et puis j'ai des enfants, des petits-enfants. Je pense qu'on a tous à mener un combat avec nos moyens et à notre place pour résister vraiment contre cette culture... qu'on nous offre, qui est une culture de mort, je pense qu'on peut le dire, sur beaucoup de plans. Parce que je crois qu'on ne s'attaque pas seulement à notre corps, mais à notre vie éternelle. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Alors il y a des gens qui sont là, je pense on n'en est peut-être pas tous conscients, mais le vrai challenge, il est là. 9 ans et demi en fin de vie, c'est quand même... ça fait un peu beaucoup quand même. C'est comme les gilets jaunes, il y a en fin de vie toutes les semaines. Oui, c'est ça. Peut-être que les gilets jaunes, ça va durer aussi longtemps. Mais voilà, donc juste effectivement de dire, on est heureux qu'il y ait des vrais médias qui soient présents. Et puis voilà, et puis on est présents nous aujourd'hui pour soutenir Vincent Lambert. Parce qu'en fait, quand on voit notamment l'évolution de la loi Leonetti entre 2005 et 2016, la loi Leonetti a évolué en 2016 sur le cas de Vincent Lambert. Et donc en fait, l'introduction notamment des soins comme effectivement la nourriture et l'hydratation comme une notion de soins thérapeutiques, ça vient effectivement de Vincent Lambert qui en 2014, quand ils ont arrêté la nutrition de Vincent, et en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient limite avec la loi, et donc cette loi-là a évolué. Et en fait quand on prend vraiment le dossier depuis le départ, on se rend compte que c'est un grand mensonge depuis 9 ans et demi. Vincent Lambert, il n'a pas eu voix au chapitre sur cette histoire ? On lui a pas demandé son avis quand même ?
Il paraît qu'il a pris une position comme moi je la prendrais ou comme vous-même. Dire j'aimerais pas finir ma vie sur une chaise roulante, j'aimerais pas finir ma vie diminuée. Mais encore une fois, je crois que le témoignage dit que les gens qui aujourd'hui qui sont dans cette situation-là changent d'avis et ont une position très différente une fois qu'ils sont dans cette situation diminuée. Je crois que la position qu'il a prise à un moment donné de façon anecdotique ne vaut pas grand-chose par rapport à l'attachement affectif de ses parents. Voilà. Oui, parce que j'aimerais pas finir ma vie dans une chaise roulante, enfin c'est une platitude, je pense qu'on a tous. Mais personne, et je pense qu'on rêve pas non plus d'avoir un conjoint qui se retrouve dans une chaise roulante, donc je pense qu'on ne porte pas la pierre non plus à son épouse. Mais voilà, il a des parents qui veulent s'occuper de lui. Je pense que qui a le droit de s'opposer à la volonté de ses parents de le voir, de le serrer dans leurs bras et de s'en occuper. Pour Vincent! 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 Aux États-Unis, il y a quelques années, il y avait une américaine qui s'appelait Terry Schiavo, dans le sud des États-Unis. Elle était dans la même situation que Vincent Lambert. Et il y avait les parents et frères et sœurs de Terry qui voulaient qu'elle puisse bénéficier des soins nécessaires pour l'aider à tout simplement dans sa vie quotidienne et pour éventuellement essayer de trouver des formes de rééducation quoi. Et puis il y avait de l'autre côté, en face, il y avait son mari qui faisait tout, qui avait refait sa vie avec une autre femme, mais qui faisait tout pour que on lui coupe les vivres. Et en fait, c'est lui qui, malheureusement, à force d'action judiciaire, a fini par obtenir gain de cause. Et malheureusement, cette femme est morte, mais elle est morte dans d'horribles souffrances, puisqu'elle a été tout simplement privée de nourriture, donc elle est morte à petit feu, de faim et de soif. Donc c'est ce qu'on veut éviter absolument à Vincent Lambert, quoi. Mais est-ce que... Quand on parle de lobby de la mort, il y a des personnes à qui pensent en particulier? C'est l'industrie médicale qui est concernée? C'est nos politiques? C'est qui tente de mettre en place ces réformes en France? Il y a la DMD, de toute façon, Association pour le droit à mourir dans la dignité. Ça, c'est un terme, ils s'autoproclament ayant le monopole de la dignité. Qu'est-ce que la dignité? Est-ce que on est digne que quand on est fort et en bonne santé, ou est-ce qu'on n'est pas digne tout simplement du fait d'être un être humain à la base? Qu'est-ce qui me permettrait à moi de dire que je suis plus digne que Vincent Lambert, plus digne de vivre que Vincent Lambert? Donc le terme de dignité est faussé par cette organisation qui malheureusement a des ramifications jusque dans le monde politique actuel. Oui. Voilà. C'est des personnes comme il y a le nom de Romero qui vient en tête, beaucoup. Par exemple, c'est souvent lui qu'on voit qui est interviewé et qui à chaque fois ressort les mêmes choses et qui pousse dans le sens de l'euthanasie, mais sans réfléchir aux conséquences de l'euthanasie qui peut devenir une forme de systématisation assez vite, et puis on tombe de plus en plus dans l'hôpital-usine qui fait de la gestion de lits. Et puis tout simplement, à chaque fois qu'on a besoin de lits dans un hôpital, la tentation, ça sera de dire celui qui est le moins en forme, on s'arrange pour le faire disparaître parce que ça va permettre de libérer un lit. On peut vraiment petit à petit s'acheminer vers ce genre de logique et il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'il y a une dimension justement économique sur cette question dont on parle très peu finalement parce que ça représente de l'argent, de libérer des lits, ça représente de l'argent aussi, de mettre en place ces procédures potentiellement. Est-ce qu'il y a une dimension économique là-dedans? On peut se poser effectivement la question, parce que quand on voit que le gouvernement, de toute façon, n'a de cesse que de diminuer les effectifs, on a depuis des années les infirmières, les aides-soignantes et compagnie, y compris dans les EHPAD, qui se plaignent justement du manque de personnel. Et on voit qu'il y a toujours cette tentation en fait, de tailler dans les effectifs et de faire un monde de plus en plus inhumain. Ils en sont même à dire que maintenant ils vont remplacer du personnel par des robots de plus en plus, donc ça devient complètement ahurissant, quoi. En tout cas, du point de vue liturgique, on voit la population majoritairement catholique. Ici, on vient d'assister, le Notre Père a été dit, le Je vous salue Marie a été dit. Est-ce que c'est un combat spécifiquement catholique, spécifiquement religieux aujourd'hui, ou qui peut concerner à peu près tout le monde?
Non, je crois qu'effectivement, il y a vraiment... on peut dire que c'est un combat qui est religieux. Je pense que profondément, il l'est. Même si aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est aussi un combat judiciaire avec tout ce qui se passe entre Vincent, la justice, sa famille. Et je crois que dans le fond, véritablement, voilà, ce sera un combat religieux. Parce qu'on est en train de parler justement du droit à ôter la vie ou non à une personne. Et donc, c'est un problème d'ordre éthique. Hein. Donc, il y a effectivement quelque chose de beaucoup plus profond que le simple fait de se demander si, oui ou non, on doit arrêter de nourrir quelqu'un. C'est est-ce qu'on a le droit de toucher à la vie ou pas? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on est en train de jouer à Dieu? Moi, je pense que c'est un petit peu ça la question de fond. Et dans la société qui part un petit peu dans tous les sens, je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème est là. Est-ce qu'on est en train de jouer à Dieu ou pas? Est-ce qu'on veut prendre le dessus? Est-ce qu'on veut être Dieu véritablement, ou est-ce qu'on va réussir à encore freiner cette avancée, de se dire que il reste encore des gens qui croient que Dieu est tout puissant et que lui c'est le seul qui puisse décider de la vie et de la mort d'un être humain sur Terre. C'est pas à nous de le faire. Voilà, on n'a pas ce pouvoir malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement plutôt. Voilà, et c'est comme ça. C'est comme ça que les choses doivent être comprises, je pense. En tout cas, c'est le message catholique, ça c'est certain. Et il faut surtout rien lâcher à ce niveau-là. Donc Vincent, tous les catholiques sont derrière lui, et c'est une nécessité première, quoi. On ne peut pas faire autrement. Si on n'est pas utile, la société se débarrasse de nous finalement. Il faut pouvoir être une source de profit pour cette société ultra-consumériste. Voilà, je pense que c'est vraiment le vrai problème de fond aujourd'hui qu'il faut à tout prix dénoncer. Et bon, derrière s'inscrit en plus un manque de recherche de spiritualité. Donc là, en l'occurrence, en tant que prêtre, c'est ça qui va être important pour nous de souligner, c'est que si on s'occupe que du matériel, on en oublie le spirituel. L'âme humaine n'est pas du tout envisagée par ces problématiques différentes. Hein, voilà, et c'est pour ça que nous, on doit être là et dire qu'il n'y a pas seulement l'aspect corporel, je dirais, mais il y a aussi l'âme qui est derrière et qu'il faut absolument défendre. Alors, ça, c'est immortel. Donc, après, on n'a pas entendu ça une fois prononcé dans les semaines qui ont précédé sur la question de l'âme, on n'en a pas du tout parlé. Ah bah en tout cas, dans les médias, etc., c'est pas du tout ce qui va les intéresser, je crois. C'est pas du tout le problème aujourd'hui. La question religieuse doit être tout à fait personnelle, et donc c'est pas ce qui... Voilà, c'est de l'ordre privé, comme on dit très souvent. Hein, donc voilà, aujourd'hui, le religieux, ça concerne sa famille. Les parents sont quand même catholiques pratiquants, hein, donc il faut quand même... Cette question religieuse aurait pu être tout à fait abordée par les grands médias. Ça n'a pas été le cas, c'est bien dommage, parce que je pense que justement, il y a vraiment une dimension très importante là-dessus. Voilà. Est-ce qu'un catholique a le droit de dire tout simplement non à l'épreuve, a le droit de dire toutes ces choses-là? Enfin voilà, ça fait partie des questions peut-être à aborder aussi, et qu'effectivement on n'a pas entendu. Et c'est bien dommage. Voilà. Il y en a au moins. Moi ici, mais bon, parce que c'est un bon média aussi. Trop d'honneur. Non, mais ça, j'en suis persuadé. Voilà. Merci à vous en tout cas, mon père. Merci de nous avoir répondu. Et puis, je vous laisse au bon soin oui, mais de nos chers confrères. Je suis moins fan de répondre à France 3 qu'à des petits médias intermédiaires. Oui, c'est bien gentil, quand ça vous arrange, quoi. C'est bien sympathique. Vous comprenez, je pense, la douleur d'une mère et d'un père à qui on annonce qu'on va le laisser mourir et de faim, contrairement à certains spécialistes, oui, des gériatres. Ce ne sont pas des spécialistes en EVC, EPR. Il y en a plusieurs ici, dans l'assistance, qui nous soutiennent depuis le début. Vous, les journalistes, allez les voir, qui vous expliquent comment ça se passe dans leur service. Comment voulez-vous que Vincent, dans un service de soins palliatifs, puisse avoir un projet de vie? C'est un projet de mort. Depuis des années, nous devons présenter notre pièce d'identité à chaque visite. À chaque visite. Nous avons des horaires imposés pour venir le voir. Imposés. Pour ma part, je n'arrive même plus à pouvoir l'accompagner comme je le souhaitais, comme je le faisais toutes ces années précédentes. Pourquoi les médecins n'ont jamais voulu voir ces vidéos que nous faisons de Vincent avec lui? Je vous assure, régulièrement, Vincent nous regarde, tourne la tête quand nous sommes là. Quand vous arrivez à capter son regard, il y a énormément d'émotions qui passent dans son visage. Lorsque le docteur Sanchez a décidé de nous annoncer sa décision finale, mes parents à qui nous avions demandé d'aller prendre un petit peu de repos, ils pensaient que ces 6 mois qui étaient imposés à la France allaient leur permettre de reprendre un petit peu de force. Ils venaient d'arriver, et là, un mail apparaît, annonçant la décision de mort sur Vincent. Quand Vincent a vu ses parents,
Il a tourné la tête. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Vincent sent ce qui se passe autour de lui. Quand Vincent a pleuré, il y a eu un témoin, il paraît Oui, que il y a les eu un témoin du infirmières l'ont service vu. qui nous a bien dit, il pleure, parce que précédemment on nous disait qu'il faisait de la conjonctivite. Oui. Et il paraît qu'il a essayé de parler, de s'exprimer. Il fait des vocalises régulièrement. On ne peut pas appeler ça de la parole au sens strict. Oui, mais ça voudrait sortir et ça peut pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ressent Vincent. On ne sait pas quel est son degré de conscience. Quand j'entends certains spécialistes dans les médias dire que Vincent a un électrocardiogramme plat, mais nous ne serions pas là aujourd'hui, nous le laisserions partir, nous serions dans de l'acharnement thérapeutique à vouloir continuer. Mais Vincent est handicapé et on ne veut pas lui reconnaître ce droit, alors qu'il a un dossier d'handicap au Conseil général de la Marne. Et la famille est tellement déchirée qu'il fallait que la tutelle soit indépendante. Et non, ils ont nommé son épouse. C'est ça qui fait blocage. Si l'épouse demandait le transfert de Vincent, mais ça ferait déjà des années qu'il y serait. Nous avons encore eu 3 établissements qui nous ont dit qu'il y a une place qui est prête, qui attend Vincent. Nous n'avons jamais eu de projet de vie pour Vincent. Jamais, jamais, jamais. Les médecins manquent d'humilité. Ils nous disent on a tout tenté. Oui, on ne le reproche pas de ne pas l'avoir ramené comme on espérait le revoir. Mais maintenant, son état est stabilisé depuis des années. Avant d'être à Sébastopol, il était à la résidence des Capucins, pas très loin d'ici. Nous pouvions le sortir en fauteuil. Nous pouvions partager des moments familiaux avec nous. Il était parmi nous. Il partageait notre vie. Depuis qu'il est arrivé à Sébastopol, il n'a jamais remis le nez dehors. Il ne sait même plus ce que c'est que le vent qui passe sur son visage. Je suis conseil médical des parents de Vincent Lambert, de David et Anne, depuis 2013. Un conseil médical qui, depuis 2015, ne peut plus accéder à son patient. Il m'est interdit de voir Vincent Lambert depuis 2015. Et vous comprenez que pouvoir conseiller les parents dans ces conditions, c'est un exercice difficile, qui n'émeut pas la justice. Ce que je voudrais dire, mon mot sera médical. Mon credo, c'est le serment d'Hippocrate. Bravo. En 1986, j'ai prononcé ce serment dans lequel je disais « Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai pas délibérément la mort. » Bravo. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement le cas de Vincent Lambert d'une personne, par exemple, qui serait dans un état végétatif ? Il n'y a rien. Vincent Lambert est dans un état de conscience, un état chronique de conscience altérée, qui regroupe des états végétatifs ou états non répondants et des états relationnels. Vincent fait partie de ce type de personnes handicapées, tantôt moins réactives, tantôt un peu plus. Donc il relève à ce titre des soins qui sont ordonnés par la circulaire ministérielle de mai 2002, qui regroupe ces patients dans des unités spécialisées, qui définit le type de soins. Kinésithérapie quotidienne, orthophonie, stimulation sensorielle, sortie, mise au fauteuil, tous soins qui sont refusés à Vincent Lambert. Les 1700 autres, non, je suis moi des patients qui ont ce même état de conscience altéré, qui sont à domicile. J'ai un patient à Thionville qui est dans cet état, qui est à la maison, c'est son épouse qui s'en occupe. Donc ces patients peuvent même être pris en soins, vivre à domicile. C'est pas simple, j'en conviens. Mais dans un pays qui met aussi à notre disposition des aides humaines et autres qui peuvent le permettre. Voilà. Vincent est incarcéré ici, c'est regrettable. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas avoir légitimement peur que cette situation qui touche aujourd'hui M. Lambert, elle se généralise à l'ensemble des patients touchés ? On peut le craindre effectivement, c'est-à-dire que Vincent Lambert n'est pas différent des autres personnes qui partagent sa condition, son handicap. Par conséquent, ce qui va s'appliquer à lui peut demain s'appliquer à tous les autres. Alors on dira surtout que, pour rappeler l'histoire, j'ai la chance d'être là depuis le début, jamais l'épouse, jamais aucun des membres de la famille n'a fait part avant 2012, avant que les médecins se mettent à penser que peut-être Vincent Lambert voulait mourir,
personne de la famille n'avait dit de lui qu'il n'aurait pas voulu vivre dans ces conditions. Ça a été suggéré par un jugement médical qui est une erreur médicale. N'ayons pas peur des mots, il y a une erreur médicale au départ. Toute la logique ensuite qui s'est mise en place. Donc voilà, effectivement, on peut craindre, il faut le craindre que cette situation se généralise. La loi Leonetti a quand même été, je pense, complétée en 2016 en donnant d'abord à la nutrition artificielle le statut de traitement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et deuxièmement, en permettant une sédation profonde, continue, jusqu'à la mort, qui, à mon sens, dans ce cas particulier, est une euthanasie. Là aussi, ne nous fendons pas de mots. On va priver Vincent Lambert de nutrition et d'hydratation. Vincent Lambert ne serait pas conscient. Il n'aura pas de sensation de faim ou de soif. Pourquoi on va lui mettre une sédation ? En 2013, il a résisté à 31 jours de privation de nutrition avec une hydratation minimale. On va recommencer demain. On va mettre une sédation qui va immanquablement accélérer les choses. Dans des pays voisins, on appelle ça une euthanasie, voire un suicide assisté si la personne l'avait demandé. En France, non, c'est la loi Leonetti. Ce qui permet en fait avec la loi Leonetti de classer Vincent Lambert aujourd'hui comme étant quelqu'un qu'on voudrait nous faire croire comme étant en fin de vie, c'est le fait qu'on nous dise il ne peut pas s'alimenter par lui-même. C'est cette question de déglutition. Et en fait Vincent Lambert, sa maman et d'autres et des spécialistes ont effectivement constaté qu'il pouvait avoir un phénomène de déglutition, mais que pour qu'il puisse s'alimenter, donc dans certaines conditions, au calme et tout ça, et pour qu'il puisse continuer à déglutir et éventuellement à se renourrir de manière normale, je dirais, entre guillemets, eh ben, il aurait fallu qu'il soit rééduqué. Or, en fait, ça a été refusé depuis 9 ans et demi. Depuis 9 ans et demi, il est enfermé dans une chambre d'hôpital, enfermé. D'accord ? Madame Lambert, elle dépose sa carte d'identité, elle laisse sa carte d'identité ici au CHU de Reims quand elle va voir son propre fils. Et donc depuis 9 ans et demi, il est enfermé et on lui prive de cette rééducation qui lui permettrait de sortir de ce cadre de la loi Leonetti de 2014, cette évolution en 2016, excusez-moi, cette évolution de la loi Leonetti et donc cette fameuse loi Leonetti-Claes. Et en fait, si Vincent Lambert, on avait accepté qu'il soit rééduqué, avec l'espoir qu'il puisse se renourrir normalement, il sortait du cadre de ce qu'ils appellent eux dans cette loi, l'obstination déraisonnable et en fait une nourriture par sonde. Voilà. Donc c'est ça ce qui est scandaleux en fait. Ce qui est scandaleux, c'est qu'en fait, on a le sentiment que tout ce qui est autour de cette histoire-là, ils ont eux. En fait, l'acharnement thérapeutique, c'est eux. Ils ont un seul acharnement, c'est qu'ils veulent faire du cas Vincent Lambert le premier cas d'euthanasie active en France. Voilà. En fait, c'est pas compliqué. Il faut du bon sens. Il faut du bon sens. Dans notre pays, on a besoin de bon sens. Et aujourd'hui, on est privé de bon sens parce que les médias, certains médias nous mentent, parce qu'il y a des idéologues qui sont à la tête de notre gouvernement. Et donc aujourd'hui, il faut dire avec bon sens, vous êtes en train, depuis 9 ans et demi, de constituer en fait une barrière autour de ce qu'a Vincent Lambert pour en faire la première personne en euthanasie active en France. Voilà. Et ça, c'est scandaleux. Attention, parce qu'il y a une méprise qui, à mon avis, n'est pas innocente. Prenez l'intitulé initial de la loi, c'est la loi relative aux droits des patients et à la fin de vie. Tout le monde pense que c'est une loi relative aux droits des patients en fin de vie. Donc le législateur, en tout cas l'initiateur de la loi, a voulu, dès 2005, date de cette loi, a clairement voulu que ce que l'on pouvait admettre pour une personne en fin de vie, de limiter certains traitements, parce qu'ils n'ont plus, la personne s'approche de sa mort, il y a des choses qui deviennent franchement inutiles, on puisse les limiter en fin de vie, puisse s'appliquer à des personnes qui, elles, ne sont pas en fin de vie. Donc qui ? Sinon, par exemple, des personnes lourdement handicapées, peut-être demain des autistes, ou des gens qui ont des maladies psychiatriques sévères, ou des maladies de l'intelligence sévères. Ne naissent aujourd'hui que les enfants qui ne sont pas handicapés. Il ne naît plus aujourd'hui d'enfants handicapés, sauf ceux qui passent entre les mailles du filet ou ceux que les parents acceptent. Sinon, il n'est plus d'enfants handicapés.
Et puis, à la fin de la vie, c'est pareil. La fin de la vie est un moment pénible, encore plus pénible, qui va coûter extrêmement cher parce qu'on a une population vieillissante, on n'a pas assez d'actifs, il va falloir payer. La perspective d'aller en EHPAD quand on est seul, dans un couple séparé, avec pas d'enfants, qui ne veulent pas vous aider, etc., c'est une horreur, on sait très bien. Les EHPAD, il y a tout un business derrière, il y aura de la maltraitance. Je pense que l'avenir se dessine de manière très sombre pour ceux qui vont devenir vieux. Donc il y a une solution économique, c'est effectivement de réduire le nombre de ces personnes qui sont dans cette situation-là, pour des raisons économiques. Pas parce qu'on veut être méchant avec les gens, mais parce qu'économiquement, c'est le raisonnement qui l'emporte. Donc on est dans une situation aujourd'hui de post-humanisme, et l'humanisme, ça consiste, depuis les Lumières, à redéfinir ce qu'est l'homme chaque matin, en fait, en gros. On se repose la question. Et là, on a eu une majorité de rencontres, au moment de la loi Leonetti, celle de 2005, puis celle de 2016, où les parlementaires se sont demandé, finalement, est-ce qu'en fin de vie, on peut mettre un terme à la vie d'un homme qui est très handicapé, ou qui va mourir. Alors tout le monde, unanimement, a dit oui. Voilà. Et ça n'a posé aucun problème à personne. C'est la raison pour laquelle je pense que dans les raisonnements qu'on a, il faut... beaucoup de personnes disent le juge, le médecin... Non, mais le juge, il dit la décision que l'hôpital de Reims a prise est conforme à la loi. Et puis le médecin, il dit j'ai pris une décision qui est confortée par le juge, puisque le juge me dit que la décision que j'ai prise est conforme à la loi. Donc c'est la loi qui est mauvaise. Mais personne ne veut revenir à la loi. Et personne ne comprend qu'il faut dire que cette loi est une loi mauvaise. Vous n'avez quelqu'un qui n'est pas malade, pas de maladie, qui n'est pas en fin de vie, dont la nutrition artificielle ne pose pas de problème particulier. Tout le monde s'imagine Vincent branché partout. Vincent, il n'est pas branché. Il pourrait venir là, il n'y a aucun tuyau, on ne voit rien. On ne voit rien. Il n'est pas branché, il respire tout seul. Il a des rythmes veille-sommeil, il a les yeux éveillés, il est fait de temps en temps, il se repose, il vit. Donc il n'y a rien qui menace immédiatement sa vie. Et demain, on va pas le laisser mourir. Il a résisté déjà 31 jours en 2013 avec aucune nourriture. Donc on va le faire mourir. C'est ce qu'ailleurs on appelle une euthanasie, qu'on ne va pas l'appeler comme ça en France, on va pas l'appeler autrement, mais on va faire mourir Vincent. Voilà. C'est au-delà d'un suicide assisté d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de volonté exprimée de la part du patient. Il n'y a en plus pas de volonté clairement exprimée du patient, il n'a rien écrit. Il a son accident en 2008, il est infirmier, la loi date de 2005, les directives anticipées datent de 2005. Donc s'il l'avait voulu, il aurait pu écrire des directives anticipées. Il est une époque où on ne savait pas soigner les cancers. On a fait des progrès. Je pense que des travaux de recherche sur des personnes comme Vincent Lambert sont tout à fait justifiés, même s'il ne donnera pas son consentement que la loi exige. On y aspire. Quelle erreur que, à défaut de pouvoir soigner la maladie, d'éliminer le malade. Qu'est-ce que c'est que cette médecine ? Il y a un an, il y a eu un document collégial de la Conférence des évêques de France qui, dans son premier alinéa, a rendu hommage et a salué la loi Leonetti. Et après ça, il y avait des considérations compassionnelles sur le fait qu'il fallait s'occuper des pauvres et des handicapés. Mais oui, enfin, pratiquement, je veux dire, politiquement, c'est catastrophique. Parce que si on ne dit pas que cette situation est criminelle et que cette loi a des conséquences criminelles, quelle raison avons-nous de penser que cette loi ne s'appliquera pas encore ? Bien sûr qu'elle va s'appliquer, elle est faite pour s'appliquer. Et quelle raison aurons-nous de nous y opposer ? Il n'y a aucune raison de s'y opposer, puisque cette loi est une loi de la République, elle est mise en œuvre par des juges et par des médecins qui agissent légalement. Donc il n'y a aucune solution autre que celle de remettre en cause cette loi et de considérer qu'il y a 1000 autres façons de traiter, en particulier les tétraplégiques comme Vincent, qui n'est pas un cas extraordinaire. Il y en a 1700 en France qui sont admirablement soignés. Donc on a voulu là faire un cas d'école, de manière à pouvoir dire, vous voyez comme la loi a du mal à s'appliquer, et en fait pour répondre à des lobbies qui sont favorables à une ouverture de l'euthanasie, au suicide assisté, pour faire comme les autres pays frères qui sont capables de faire ça déjà dans l'Europe qui nous entoure, on dit, vous voyez, cette loi, elle a eu du mal à s'appliquer, allez, ça suffit maintenant, on ne va pas attendre 6 ans à chaque fois, il faut quand même qu'on puisse mettre une loi en œuvre qui soit une loi très encadrée d'autorisation de l'euthanasie, voire du suicide assisté. Voilà, c'est tout. Il y a la peur aussi, malheureusement, qu'au-delà de fait que ces procédures soient généralisées, que le cas Vincent Lambert constitue une première étape vers ces gens qui font la promotion d'une politique de la fin de vie, ce qu'ils appellent la fin de vie avec la dignité. Depuis des années, il y a une promotion politique, notamment on a entendu Jacques Attali se prononcer sur des plateaux télé pour la généralisation de cette euthanasie. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une logique économique finalement, d'éliminer les éléments non productifs de la société ? Ne m'engagez pas trop sur ce terrain-là de l'économie, parce que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est le paradoxe qu'il nous faut gérer. Je vous assure que soigner un cancer aujourd'hui, soigner une maladie génétique, coûte bien plus cher que de soigner Vincent Lambert. Il n'y a que à peu près 1700 personnes dans l'état de Vincent Lambert. Ce n'est pas ça qui grève le budget de la sécurité sociale. Là aussi, invoquer des arguments économiques, c'est un mensonge honteux.
beaucoup de maladies coûtent beaucoup plus cher à soigner. On dira oui, mais pour quelle perspective de vie? Peu importe. La vie qui est la sienne. Mais si on applique le même traitement à toutes les personnes dans ce cas-là, ça fera beaucoup d'organes à prélever aussi en même temps. Puisque maintenant c'est obligatoire, on n'a plus de... Bon. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Dans l'Assemblée ici, il y a plusieurs familles qui ont eu des enfants dans des situations d'assistance respiratoire, de coma, etc. Et elles ont dû prendre un jour la décision, avec les médecins, d'arrêter les appareils. Donc, ce que je voudrais dire aux journalistes ici présents, c'est que les personnes qui sont ici ne sont pas des extrémistes de la vie artificielle. Ce sont des personnes de bon sens. Et Vincent Lambert, en fait, il peut être vous, il peut être moi, il peut être n'importe qui d'entre nous. Là, dans le cas de Vincent Lambert, il n'y a rien à arrêter. Il n'y a pas de machine, pas de traitement. On lui donne à manger, on lui donne à boire. Ce qui n'a rien à voir avec les cas personnels qu'on a pu vivre, que les différentes familles ont pu vivre. Voilà, et c'est pour ça qu'elles sont là. Et pour compléter ma réponse à votre question précédente, personne n'aurait voulu vivre dans cet état, personne n'aurait voulu vivre avec un AVC. Moi, le nombre de patients, ça fait plus de 30 ans que j'exerce la médecine, le nombre de patients, on nous dit que 90% des Français sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté dans des enquêtes. C'est vrai, je le conçois, vu la façon dont sont posées les questions. Ils ne peuvent que répondre ça. Moi, je me dis, au quotidien, des patients meurent dans mon service, on arrête des nutritions, on arrête des traitements. Enfin, c'est évident, il y a des moments, ça devient futile, disent les Américains. Effectivement, et on prend cette décision avec la famille, on explique le pourquoi du comment, c'est parfois difficile, ça demande du temps. Mais des personnes qui demandent à partir, qui m'ont fait la demande explicite d'abréger leur jour, je les compte sur mes doigts d'une main. C'est ce que j'ai dit au président du Conseil d'État récemment, qui m'a posé la question. Je lui ai dit, mais où sont ces 90% de Français favorables à l'euthanasie? Je ne les vois pas, je ne les connais pas. Je pense que c'est plus, on cherche plus à se rassurer en se disant qu'au fond, j'ai une solution si je dois souffrir atrocement, je veux pouvoir partir, quoi. Je ne veux pas que ça dure. Fondamentalement, on peut y voir l'extension du domaine du marché à l'hôpital. Bien sûr. Mais le domaine du marché empiète largement sur l'hôpital. C'est la grande question que le monde médical a à traiter. Et je pense que le monde médical serait bien inspiré de prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui décide. Bon, et l'art médical, c'est autre chose. Donc si effectivement les médecins veulent se laisser guider par les contraintes financières et budgétaires, eh bien, qu'ils continuent à ne rien dire. Mais c'est la mort de leur métier aussi. Et c'est la mort de leur considération. Autrefois, le médecin, c'était quelqu'un d'important. Maintenant, on le considère comme un prestataire. Et d'ailleurs, les gens viennent en venant exiger, ils vont venir exiger leur IVG, leur euthanasie, etc. Bon, mais je pense que ça ne grandit pas l'art médical. Et c'est très triste parce que la France était un grand pays de médecins, avec des très grands médecins, une très bonne pratique, enviée dans le monde entier. Et je pense que le monde médical n'a pas pris conscience de ça. Et c'est triste. Heureusement, il y a des médecins comme Xavier Ducrot qui résistent. Mais il faudrait qu'il y en ait plein d'autres, quoi. Mais cette question d'éthique, aujourd'hui, elle est compliquée, puisque finalement, où se situerait la limite entre une science médicale totalement déshumanisée et un traditionnalisme assez peu efficace sur le plan médical? Où on met la limite, quel doit être le point d'ordre qui fait qu'à un moment, on dit « stop, on ne peut pas aller plus loin ». L'erreur qu'on entend partout et qui est divulguée par ceux qui font profession de populariser le transhumanisme, c'est de considérer que demain, il n'y aura plus besoin de médecins, que la machine fera tout, que le médecin n'existera plus et qu'on vivra 1000 ans. Mais tout ça, c'est pour vendre du papier, mais ça n'a aucun sens. Les véritables médecins le savent très bien. Le docteur Laurent Alexandre, que je connais bien, commence toutes ses conférences en disant « la personne qui va vivre 1000 ans est parmi nous aujourd'hui ». Il n'y a pas un médecin sérieux qui croit ça, mais n'empêche que ça fait quand même du vendre du papier. Et aujourd'hui, on pense que l'avenir, c'est de se faire implanter des puces dans la tête pour remplacer les professeurs à l'école. Laurent Alexandre écrit ça dans l'Express régulièrement. Ça n'a aucun sens. Je pense que plus on reviendra vers des valeurs proches des gens, humaines, en utilisant tous les moyens que la technique grâce au ciel nous apporte, et plus on évitera ce basculement de la civilisation vers la barbarie qu'on est en train de connaître. Est-ce que cette affaire Vincent Lambert, si elle a pris aussi de l'ampleur médiatiquement, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que c'est pas le premier cas, finalement, le cas originel qui pourrait déclencher une politique de fin de vie en France de manière plus généralisée? Moi, j'irais sur une autre voie.
Étant passé par les hôpitaux, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent et qu'on n'en parle pas du tout. Mais les médecins ont un grand pouvoir de décider déjà de la vie et de la mort des gens. Je suis allé dans des situations d'urgence où vraiment on se demandait un petit peu ce qui se passait. On aurait bien aimé qu'il y ait des gens de l'extérieur qui puissent amener un regard objectif sur certaines décisions médicales. Et là, je pense que ça va permettre de cautionner énormément de choses qui probablement se passent déjà un petit peu sous le manteau. J'ai fait 5 ans d'études de médecine, j'étais infirmière et puis j'ai travaillé un peu dans des soins de convalescence et où il y avait un peu de palliatif. Il y a des cas vraiment, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, les décisions sont lourdes et difficiles à prendre. Là, on n'est absolument pas dans ce cas-là. Là, c'est de l'euthanasie évidente. Mais qu'est-ce qui explique dans ce cas-là cet acharnement dans le cas de Vincent Lambert ? Je pense qu'il y a un mélange de choses. Je pense qu'il y a l'ego surdimensionné d'un médecin. J'ai trop vu ça pendant mes études de médecine. Le médecin s'approprie la vie du malade. La famille ne compte plus. Le médecin devient tout puissant. Et dans le système médical français, il n'y a rien pour contrer cette volonté de puissance d'un médecin. Et autour de ça, il y a des intérêts financiers évidents, de lobby, il y a des intérêts financiers de supprimer la vie de ces gens qui coûtent cher et qui ne rapportent rien. Et spirituellement, de façon plus profonde, je dirais qu'il y a une volonté maléfique. Mais ça, on le prend au niveau que l'on peut comprendre. Tu t'es pris pour qui à faire des quenelles comme ça en plein direct ? J'étais en direct. Oui. Non, tu trouves drôle, c'est comment ça ? Ouais, c'était marrant. Ouais. Tu trouves ça éthique en tant que journaliste ? Je suis pas journaliste, moi. Je suis pas journaliste, camarade. Non, je suis désolé, on est en train de travailler, tu fais pas chier les gens, c'est tout. Tu ne fais pas de quenelles pendant les directs, c'est pas propre. Tu laisses pas mourir ton prochain. T'es en train de nous filmer là, ça sert à quoi ? Tu ne fais pas de direct en plein... montrer qu'on vous fout les glandes. Pardon ? Monsieur, vous êtes Thibaut de Vienne. Donc c'est vous qui venez du Média pour tous. Attendez, Turek ? Du Média pour tous, un média indépendant sur Internet et participatif. Vous venez de faire quoi exactement ? Contrairement à TF1 et LCI qui, il me semble, est détenu par quel groupe, rappelez-moi, et qui touche des subventions publiques. Vous venez de faire quel geste ? Et qui touche des subventions publiques. La quenelle, vous savez la signification de ce geste ? Alors dites-moi tout. Ça veut dire qu'on vous la glisse dans un orifice un peu privé. Pas vous en tant que personne, je vous rassure, votre structure. Ça a quelle connotation ? Expliquez-moi la quenelle, parce que c'est pour bien assimiler le Média pour tous à une signification qui est quand même assez... Qui est ? Dites-moi, allez-y. La quenelle, c'est assez populaire, ça veut dire dans ton fion. Ça veut dire ça. Pas vous donc, en tant que journaliste, je vous rassure, enfin, en tant que journaliste. C'est votre structure. C'est bon, tu peux couper, j'ai tout ce qu'il faut. Qui a donc été, évidemment, qui est un signe antisémite. Non. Voilà, c'est bon. Et bon courage. Merci, allez. Voiture. C'est-à-dire parce que c'est amusant, mais on a l'impression là d'être face à une forteresse. On a une grille qui est très bien gardée, mais... Vous avez vu la même chose, exactement la même chose en Angleterre avec le petit Alfie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Non, mais vous pouvez me le rappeler. Ça s'est passé il y a 2-3 ans. Donc Alfie était un enfant, un nourrisson. Il devait être j'ai plus les détails exacts. Disons qu'il avait à peu près 1 an. Il a été atteint d'une maladie cérébrale. Il a été mis sous respirateur. Et un jour, les médecins ont décidé de le débrancher. Et à ce moment-là, les parents ont lutté. Ils ont dit non. Ils voulaient que les soins soient continués. On ne savait pas ce que réservait l'avenir. Peut-être qu'on trouverait un traitement parce qu'on ne savait pas pour quelle raison Alfie était dans cet état-là. Et le médecin a décidé de le débrancher. Les parents ont utilisé tous les recours juridiques qu'ils avaient. Ils sont tombés sur des juges à peu près aussi ignobles que ceux qui ont été là. Le père s'est effondré en pleurant devant un juge et le juge lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette bête sentimentalité ? Un père à qui on va tuer son enfant et qui pleure et on lui dit c'est de la mièvrerie, de la sentimentalité. » Le juge était homosexuel d'ailleurs. Voilà, donc il ne savait pas ce que c'était que de concevoir un enfant de sa chair. Bon. Et ensuite, donc, l'enfant, quand ils ont refusé le retour à l'hôpital, le retour à domicile de l'enfant. Les parents étaient à peu près contrôlés, comme ici, fouillés avant d'entrer. Et quand ils ont débranché l'enfant du respirateur artificiel, l'enfant a respiré tout seul. Il a fallu que les parents supplient pour qu'on lui donne un peu d'hydratation, qu'on l'aide un petit peu, etc. Ils s'apprêtaient à le laisser mourir tout seul, sans lui donner à boire ni à manger, alors qu'on ne savait pas quel était le niveau de conscience. Le père, pour lui donner à boire, était obligé, ils étaient fouillés. Je crois qu'il lui mettait la bouche avec quelques gouttes de sa salive. Il n'avait rien, il n'avait pas le droit de lui donner de l'eau. Et en pleine nuit, ils ont appelé, les 2 parents étaient là. Ou seulement le père, la mère dormait, le père était là. L'enfant respirait sans respirateur artificiel depuis 2 jours, je crois. Ils ont appelé le père pour une soi-disant conférence en pleine nuit. Quand il est revenu, l'enfant était mort.
Mais il avait reçu, et d'après la mère, oui, il avait reçu un traitement, il avait reçu quelque chose. Donc ils ont vraisemblablement tué l'enfant. Le pape avait envoyé quelqu'un en offrant que l'enfant soit hospitalisé à l'hôpital Gesù Bambino à Rome. Ils ont refusé le transfert à l'hôpital. Ils ont tout refusé et ils voulaient faire mourir l'enfant. Vous qui avez fréquenté le milieu, si je puis dire, qui avez été infirmière, est-ce que vous avez vu une évolution depuis que vous avez rejoint ce milieu, ou en bien, en mal? Est-ce qu'il y a eu, notamment après, on se souvient de la loi Bachelot, qui a profondément modifié le comportement des hôpitaux? Alors non, moi il y a trop longtemps que je n'avais pas travaillé. Ce que je peux me souvenir, c'est que ces pratiques d'euthanasie existaient toujours, ont toujours existé. Je l'ai toujours vu dans les hôpitaux, de façon cachée. Je me souviens, élève infirmière, on me disait le soir, il y a une perfusion sur le malade un tel, si elle passe trop vite dans la nuit, personne ne te dira rien. Voilà, donc on savait très bien. Et ça se pratiquait partout. Seulement, on ne l'affichait pas. Les gens ne le savaient pas et les décisions étaient prises de façon un petit peu en catimini. On ne me disait pas, dans la perfusion, il y a de quoi faire mourir la personne. On me disait, fais-la passer un petit peu vite. Voilà, donc c'était un petit peu caché, c'était un petit peu occulte et le médecin décidait sans en référer à personne, sans en parler à la famille. Il y a toujours eu cette toute puissance du médecin, mais maintenant ça devient institutionnalisé. Je pense que c'est la grosse différence. C'est-à-dire que l'affaire Lambert n'est que l'officialisation d'une politique qui était déjà existante en fait au sein du corps médical. Dans l'affaire Lambert, ce qui est ahurissant, c'est la connivence des juges qui jugent contre toute évidence. Un juge qui refuse de prendre connaissance des vidéos, qui refuse de tenir compte de l'avis des spécialistes. C'est ça qui est ahurissant, c'est cette connivence entre le pouvoir politique qui se tait, le défenseur des droits qui s'en lave les mains, la ministre de la Justice qui prétend que Vincent n'est pas handicapé. C'est cette connivence de tout le monde pour arriver à le faire mourir. Il faut dire que là, ils sont tombés sur une famille qui l'a défendu. Avec une autre famille, il y a 6 ans que l'affaire serait terminée, c'est tout. Il y a le mythe on veut mourir en bonne santé, quoi. La vie est un don, on la reçoit, et la vie, c'est limité dans le temps. C'est vrai que ça augmente, on dit que l'espérance de vie augmente, mais ça fait partie de notre condition humaine que d'être de passage sur Terre, mais on n'a pas à abréger le passage de quelqu'un sur Terre volontairement. Après, certes, il est dans un état où il ne peut pas s'alimenter naturellement, mais poussons à l'extrême, quelqu'un qui a les 2 bras dans le plâtre, qui ne peut plus saisir une fourchette, si c'est un homme, il doit être capable de manger tout seul, donc s'il n'est pas capable de manger tout seul, c'est plus un homme, donc voilà. Voilà les dérives qui malheureusement se préparent.